Si on part sur le principe que vous allez moderniser l'agriculture parce qu'aujourd'hui c'est rudimentaire, Ouais. ça va entraîner aussi la question de l'environnement, de la déforestation, etc. Est-ce que vous avez justement un regard ou une stratégie concernant ce volet-là? Mais aujourd'hui, on a toutes les dynamiques pour créer une sorte de synergie entre la modernisation et la préservation de l'environnement. C'est d'ailleurs une nécessité de faire en sorte qu'on puisse produire sur de petites surfaces, mais avec de grandes quantités de produits produits. Parce que notre agriculture étant aujourd'hui très rudimentaire, on défriche des centaines d'hectares pour réaliser des productions qui sont à une échelle très minime. Donc, comment utiliser les moyens modernes de production pour pouvoir produire sur de petites surfaces, mais avec de grandes quantités? Moi, je viens de faire un séjour en Chine pour comprendre le modèle chinois, mais c'est la modernisation. Ils ont décidé qu'ils sont 1 milliard, plus d'1 milliard de personnes à nourrir. Comment faire pour que la gouvernance soit agricole soit performante et que sur de petites surfaces, on puisse produire en grande quantité pour nourrir les gens. Et c'est là-bas en Chine que j'ai appris cette belle phrase-là, où ils disent que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la nourriture. Mhm. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à manger à sa faim. Et donc, nous aussi, c'est des sur lesquels nous pétitons et nous nous disons en Côte d'Ivoire, effectivement, nous devons faire en sorte que nous produisons ce que nous consommons et que nous exportions la quantité qui est en surabondance. Il n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, on puisse, par exemple, dépenser 500 milliards chaque année à importer du riz, alors que nous avons des bas-fonds qui sont en Côte d'Ivoire, sur lesquels on peut travailler et produire localement. Et donc, la modernisation de l'agriculture va de pair avec la préservation de l'environnement. Faire en sorte que cette façon de produire des champs d'ignames, de faire des champs d'ignames, des champs de cacao, sur des grandes surfaces pour des productions minimes, s'arrête et qu'on utilise la modernisation pour faire des productions de qualité sur des petites surfaces. Moi-même, je suis producteur de cacao. Je fais du cacao bio. Nous sommes en train d'utiliser tous les mécanismes pour faire du cacao à l'hectare qu'on puisse avoir entre 3 et 4 tonnes, mais sur des petites surfaces. Plutôt que de faire 10 hectares pour avoir 2 tonnes en utilisant des produits phytosanitaires qui détruisent le sol et qui ne permettent pas d'avoir des produits de bonne qualité. Et en termes de destruction justement des forêts et la déforestation ou même des parcelles cultivables, il y a un phénomène, je dirais même un fléau, qui gangrène la Côte d'Ivoire et qui a une telle ampleur que toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont touchées. C'est l'orpaillage illégal. Oui. Est-ce que vous avez une position déjà sur la question? Et est-ce que ce sujet-là fait partie justement de Ah de vos oui, ah préoccupations? oui, ah oui. Le paillage illégal, qu'on appelle le paillage clandestin, Mm. est une vraie menace contre nos terres, est une vraie menace environnementale. C'est une réalité. Nous avons reçu récemment à l'Assemblée nationale le ministre de la Défense, M. Téné Beraïma, et le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Comment il s'appelle, son nom m'échappe. Et on a posé la question de l'orpaillage. Le ministre des Mines et de l'Industrie nous a dit que c'est une réalité et que l'État lui-même a du mal à combattre ce phénomène. Le ministre de la Défense nous a présenté un tableau de tous les efforts qui ont été réalisés, qui ont permis de gagner du terrain dans la lutte, mais a reconnu que le phénomène est très grave et que le gouvernement seul ne peut pas lutter contre ça. Il a reconnu cela. Nous disons que c'est une question de volonté politique. Moi, j'ai enquêté sur le paillage, je sais quelles sont les implications. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de chefs, beaucoup de jeunes, beaucoup même d'élus, beaucoup d'officiels sont impliqués dans le paillage clandestin. Il faut y mettre fin et l'État de Côte d'Ivoire a tous les moyens pour y mettre fin. Parce que chaque jour qui passe, chaque jour de laxisme qui passe est un vrai danger contre nos terres. Et donc nous pensons que c'est des questions qui doivent nous préoccuper, nous tous, et que des moyens doivent être déployés pour y mettre fin. Il ne suffit pas de prendre quelques orpailleurs non ivoiriens, de les convoyer dans leur pays, pendant que par milliers, ils rentrent chaque jour. Donc c'est un défi à relever et notre pays ne peut pas se permettre de continuer à être aussi laxiste dans la lutte contre le paillage, même si des efforts ont été faits, mais ils sont minimes par rapport au danger que cela représente pour la Côte d'Ivoire. Honorable, parlons maintenant d'éducation, de santé et de services publics. Ouais. Tout à l'heure, mon confrère a évoqué la question de la convention justement signée avec les autorités ivoiriennes Oui. pour se faire soigner en Europe, ici en France notamment.
Alors que nos hôpitaux ont des plateaux techniques dépassés, il y en a qui sont vraiment mal dépourvus et il y a des CHR qui ne fonctionnent pas du tout. Ou même des CHU aussi également, d'après mes investigations. Nous avons aussi en termes d'éducation le professeur Salou Touré qui disait que d'ici 5 ou 10 ans, on n'aura plus de professeurs de mathématiques et d'ingénieurs. D'ingénieurs également. Alors, vous, en tant que homme politique et qui aspirez à diriger la Côte d'Ivoire, est-ce que déjà ce sont des sujets qui vous parlent? Quel est votre regard sur ces grands sujets-là? Et puis, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place si vous êtes... Ben, écoutez, notre système éducatif, de la période de Houphouët-Boigny, enfin de l'année 60 jusqu'à l'année 90, avait du sens, avait une colonne vertébrale, avait un objectif. Houphouët-Boigny avait défini un système éducatif qui devait porter le développement de la Côte d'Ivoire, en formant beaucoup d'ingénieurs, en formant des cadres de haut niveau, en construisant des grandes écoles de formation en technologie et tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis après l'année 90, avec le multipartisme qui est arrivé, avec toutes les palabres que le pays a connues, le système progressivement s'est effondré. Aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui n'a absolument aucune colonne. Vous avez des générations entières d'étudiants, d'élèves qui sont en classe de terminale, qui sont à l'université, dont le niveau correspond en réalité à celui de troisième. Mais c'est grave ce que vous dites. Oui. Si le système n'a pas de colonne, oui. Il y a quand même l'UNESCO qui a un regard sur... Oui, mais l'UNESCO a un regard en termes de réformes que les États font par rapport au système éducatif. Mais l'UNESCO n'est pas dans l'opérationnel, l'UNESCO n'est pas dans la gestion au quotidien de notre système éducatif. Moi, je suis maire, je suis député, mais depuis 2016, j'enseigne les enfants de terminale de ma commune, les enfants de troisième de ma commune. Et j'ai plusieurs générations de bacheliers qui sont à l'université que j'ai eu à former moi-même en tant que député, en tant que maire. Et je peux vous garantir que ces enfants-là, quand je les interroge, quand je discute avec eux, leur niveau réel correspond à celui de la classe de troisième, alors qu'ils sont en terminale. Vous avez des enfants, toute une génération d'enfants du Côte d'Ivoire qui sont en classe de sixième, qui ne savent pas lire et calculer. Ce sont des faits. Ah oui. Ah oui, c'est matériel. Ce sont des faits. Vous avez une classe d'enseignants qui sont dans nos écoles, qui ont utilisé les passerelles avec les crises qu'on a connues pour être enseignants aujourd'hui, qui n'ont pas le niveau. C'est une réalité. Et donc, c'est des questions qui me préoccupent au plus haut point. Est-ce que c'est pas une volonté politique, on va dire... de faire ainsi? De faire ainsi, voilà. Ah non, non, je ne peux pas... en place parce que je ne peux pas l'affirmer. C'est quand même... je ne peux pas l'affirmer, c'est très trop grave. C'est quand même grossier. C'est quand même grossier. Je ne peux pas l'affirmer, c'est très trop grave. Mais il y a une chose dont je suis, et ça je vais citer un penseur qui a dit, si vous voulez détruire un pays, parfois on n'a pas besoin de bombes pour agir ainsi. Il suffit d'abaisser le niveau de l'éducation et de permettre aux étudiants de tricher. Si vous arrivez à faire cela, vous êtes sûr que dans 10, 15, 20 ans, ce pays s'effondre seul. Parce que ces gens mal formés, qui sont en quelque sorte des dangers potentiels, arrivent au sommet et sont dans les institutions et ils décident. Je pense que la Côte d'Ivoire est sur cette voie-là. Et c'est très grave. Vous savez, moi, je viens de Chine et le jeudi dernier, en descendant de l'avion, je suis allé directement voir le ministre de l'enseignement supérieur. Et avec lui, on a échangé sur l'éducation en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui m'a fait ces révélations-là. Il m'a dit qu'en 2024, en tant que ministre, il a décidé de recruter 34 professeurs de mathématiques pour les universités. C'est un recrutement, ce n'est pas un concours. Le budget est disponible. Mais sur les 34 demandés, il n'y a eu que 4. 35 professeurs de physique demandés, on n'a eu que 7. Dans toute la Côte d'Ivoire. Okay. Et c'est lui qui m'apprend que, par exemple, la Côte d'Ivoire a formé, envoyé près de 54 étudiants à Polytechnique en France. Et après la formation sur les 54, c'est eux seuls qui rentrent au pays. Parce qu'évidemment, il ne voit aucun intérêt à retourner au pays pour aller travailler dans les conditions où ils sont. Donc, vous voyez que, et le professeur Salou Touré l'a dit avant-hier. Et ce qu'il dit correspond exactement au diagnostic que j'avais fait. Si nous continuons ainsi, dans 5 ans maximum, c'est fini. Nous ratons tout. Parce que
le système s'est complètement effondré. Et donc, il y a nécessité de le reprendre en main, de lui construire une colonne vertébrale et de lui définir une mission claire. Qu'est-ce que nous voulons atteindre en termes de développement dans 10, 15, 20 ans et avec quel type de citoyens formés nous y allons? C'est une question essentielle. Donc, à nous, à ADCI, nous avons écrit un projet que nous avons appelé la nouvelle conscience éducative. C'est ce que nous avons appelé la réinvention du système éducatif ivoirien. Pour que nous lui définissions une mission très claire. On forme les Ivoiriens pour quoi? Quand on met un enfant à l'école aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pour devenir quoi? Nous avons 400 000 jeunes diplômés en Côte d'Ivoire qui sortent des écoles chaque année. Sur les 400 000, il n'y a que 15 000 qu'on peut recruter dans la fonction publique avec tous les concours réunis. Vous avez donc 385 000 qui sont dans la nature. Et donc la formation ne correspond à aucune demande du marché. Il y a que nous devons reprendre tout ça là en main. Et donc, l'éducation, c'est l'avenir d'un pays. L'éducation est au cœur de tout. Mais tel qu'elle fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, malgré les efforts qui ont été faits, eh bien, nous formons nos enfants au rabais. Aucun Ivoirien aujourd'hui conscient, qui a un peu le moyen, ne peut envoyer son enfant dans une école publique. C'est une réalité. Parce que on a fait en sorte qu'aujourd'hui, même les enseignants n'ont même plus confiance en eux-mêmes. Leur autorité s'est effondrée. Les enfants eux-mêmes ont compris que ce n'est plus l'école qui fait réussir les gens parce que les faux modèles sont partout. Et donc, pourquoi aller travailler quand on peut utiliser des passerelles de militantisme, quand on peut utiliser des passerelles ethniques pour accéder aux fonctions? Donc, nous avons conçu une société qui est une société de médiocrité et les politiciens eux-mêmes au quotidien donnent l'exemple. Quand quelqu'un quitte son parti pour venir au parti au pouvoir, en disant que, par exemple, il a 55 ans, et 60 ans qu'il ne peut pas rester dans l'opposition pendant 70 ans, ça veut dire que, et que cet individu est accueilli, qu'il est célébré. Quel est le message qu'on envoie aux Ivoiriens? Ça veut dire que la politique nourrit son homme et qu'on n'a plus besoin de faire des efforts pour réussir. Quand vous avez un système totalement corrompu en termes de recrutement des fonctionnaires, avec des concours qui sont vendus, dispatchés aux partis politiques, comment vous voulez qu'on crée la méritocratie et qu'on crée l'excellence pour que les gens comprennent qu'il faut travailler? Il fut une époque où les cadres du pays, les plus hauts cadres étaient les enfants des pauvres. Les planteurs, leurs enfants, une fois qu'ils sont brillants, il y avait construit un système qui leur permettait de venir étudier en Europe avec des bourses et de répartir pour le pays. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de passerelle, aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les appareils des partis politiques, vous ne pouvez pas réussir un concours. C'est vrai qu'il y a une bonne partie qui quand même réussit en travaillant, mais la conscience nationale est qu'aujourd'hui, pour réussir un concours, il faut avoir un réseau. Quand vous avez construit ça dans un pays, eh bien, ce pays-là est sur le chemin de son effondrement. Et donc, nous pensons qu'il y a des remèdes de cheval à mettre en place pour sécuriser cet écosystème-là, pour remettre les Ivoiriens au cœur de la dynamique de l'excellence. C'est ça que nous voulons faire au niveau d'ADCI. Très bien. Honorable, en introduction, vous avez parlé de cohésion sociale, vous avez parlé de réconciliation. Eh bien, nous sommes en plein dans le sujet. Comment comptez-vous renforcer justement la cohésion sociale et remettre sur la selle la réconciliation nationale, puisqu'on sait tous que les Ivoiriens, vous avez dit, sont dans une marmite avec un couvercle qui est plus ou moins lourd. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, comment est-ce que vous comptez réconcilier les Ivoiriens pour qu'on devienne tous unis, comme on l'était à l'époque du premier président? Alors, aujourd'hui, pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut avoir ce qu'on appelle la crédibilité à parler de réconciliation. Comment les acteurs qui ont conçu la division peuvent être sur la même qui vont venir parler de réconciliation? À partir du moment où ils ont catégorisé le peuple de Côte d'Ivoire, à partir du moment où ils ont clanifié le peuple de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas crédibles à parler de réconciliation. Ils ne peuvent pas réconcilier les Ivoiriens parce qu'ils ont contribué à créer la division des Ivoiriens. Donc, ce qui va nous sauver demain, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle politique. Et moi, je le dis avec beaucoup de conviction. Nous sommes à la fin d'un cycle politique, avec le retrait progressif des grands acteurs qui, pendant 30 ans, ont cristallisé les tensions en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle occasion que, j'allais dire, la nature nous offre de reconstruire une société. Et donc, nous, à ADCI, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu créer un parti politique, on a voulu créer un mouvement dont les bases soient suffisamment larges pour accueillir tous les Ivoiriens, non pas sur des valeurs de clan,
mais sur des valeurs de citoyens qui appartiennent à une nation. Et donc, nous disons qu'il faut réconcilier les Ivoiriens avec leur classe politique. Quand je fais la proposition de loi sur la transhumance des acteurs politiques et que je demande qu'on sanctionne les élus qui sont élus sous des bannières indépendants et qui, après leur élection, s'en vont en quelque sorte transiger ou bien monnayer leur élection avec ceux qui ont les appareils d'État en main et qui donc peuvent leur donner un poste à occuper. Quand je dis qu'il faut sanctionner ça, c'est pour faire en sorte que le peuple reprenne confiance en ses acteurs. Quand je dis par exemple qu'il faut faire en sorte que les partis politiques ne soient pas dans la CEI pour défendre leurs intérêts, c'est pour recréer la confiance entre les Ivoiriens et leurs acteurs politiques. Quand je dis posons nation, arrêtons de poser les individus, c'est pour réconcilier les Ivoiriens avec les classes politiques. Et donc, notre conception de la réconciliation ne peut se faire que sur la crédibilisation des institutions qui gèrent le pays. Un système judiciaire indépendant qui permet de réconcilier les Ivoiriens avec leur justice, parce qu'aujourd'hui, le fossé entre les Ivoiriens et leurs institutions est très grand. Et donc, c'est une fragilité pour un pays. Donc, il faut réformer pour que les gens reprennent confiance. Ce sont les institutions qui permettent aux citoyens de comprendre qu'ils sont protégés et que tout différent qui va intervenir entre eux va être tranché de sorte que ça crée la cohésion. Donc, nous voulons créer cette cohésion-là à partir de la redéfinition du jeu politique et créer une cohésion à partir de la loi comme norme supérieure qui s'abat sur tout le monde de façon indifférenciée et non une loi qui est là pour servir une classe qui est au pouvoir contre un peuple qui demande du changement. Tout à l'heure, on parlait d'Ivoiriens d'abord, de prioriser l'Ivoirien dans l'employabilité et tout ça. On sait que la Côte d'Ivoire est un maillon essentiel de la CEDEAO, donc de cette institution sous-régionale. Et donc là, ça me permet d'embrancher sur l'intégration sous-régionale. Et certains pays de la sous-région se sont détachés pour créer l'AES. Vous, quelle est votre vision pour la Côte d'Ivoire dans l'intégration, dans cette intégration sous-régionale qui est la CEDEAO, et notamment votre posture vis-à-vis de l'AES? Écoutez, moi je suis pour les grands ensembles. Moi je suis pour l'intégration des grands ensembles. La CEDEAO est un outil d'intégration formidable qui d'ailleurs a réussi pour certaines choses au niveau de l'intégration des peuples. Aujourd'hui, avec la libre circulation des biens et des personnes, c'est un outil important qui permet aujourd'hui aux Africains, en tout cas dans l'espace CEDEAO, de circuler librement. Mais il n'empêche que, malgré cela, chaque pays, chaque peuple est souverain en termes de définition de son destin. Là-dessus, je n'ai pas d'objection particulière par rapport à ce qui se passe dans l'espace AES. Les dirigeants qui sont arrivés, non pas par des moyens démocratiques, mais par des moyens de contingence qui sont là aujourd'hui, ce sont des dirigeants de fait. Qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui dirigent leur pays. Et ils ont leur vision des choses. S'ils estiment que la CEDEAO fonctionne de telle sorte que leur pays ne peut pas prospérer dans cet espace-là, ils ont le plein droit, parce que les mécanismes sont créés, parce qu'on peut rentrer et se retirer. Certains l'ont déjà fait, ils sont revenus, d'autres peuvent le faire encore demain. Même dans l'espace européen, l'Angleterre s'est retirée. Voilà. Pourtant, ils continuent de travailler avec tous les autres États dans un contexte économique qui est pratiquement intégré. Et donc, nous ne sommes pas opposés au fait que des peuples veuillent prendre leur destin en main dans leur dynamique à eux, notamment par rapport à l'AES. Mais moi, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, en tant que pays qui est ouvert sur les autres, nous pensons que la CEDEAO peut être perfectionnée et que tous les outils qui ne fonctionnent pas à l'interne, on peut les régler pour qu'elle soit une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des dirigeants. C'est ce divorce-là qui est là aujourd'hui qui fait que les gens ont peur de cette CEDEAO-là. On a l'impression que quand des crises se passent dans certains pays, la CEDEAO est totalement muette et aveugle, alors qu'ailleurs, elle prend de la voix. Et donc, il faut que cette CEDEAO soit équilibrée, qu'elle soit juste dans son fonctionnement et qu'elle s'occupe plutôt des problèmes des populations qui sont dans l'espace CEDEAO. Plutôt qu'à défendre, plutôt qu'à être un syndicat de chefs d'État, ils sont là pour préserver leurs droits et se maintenir au pouvoir par des moyens pas toujours démocratiques. Voilà ma lecture par rapport à ça.
Et donc, nous allons continuer à défendre l'intégration des peuples et faire en sorte que demain, nos frères du Burkina, du Mali et du Niger qui sont partis trouvent un intérêt à revenir dans cet espace-là pour que nous construisions l'Afrique de demain. Mais cette dichotomie-là pose aussi la question des rapports de ces pays-là avec la tutelle française, la tutelle russe, donc le rapport avec l'Occident. Oui. Et dans ce cadre-là, on a vu que le président actuel, Alassane Ouattara, est un homme de réseau, donc qui a été soutenu par la communauté internationale pour qu'il puisse être à sa place. On voit aussi que le président du PDCI fait le tour des chancelleries et rencontre son réseau justement pour se faire adouber afin de pouvoir peser de son poids pour régler ces difficultés avec le pouvoir en place. Vous, Timoko Assalé, est-ce que vous êtes un homme de réseau et quelle est votre, on va dire, votre politique face aux puissances étrangères? Alors moi j'ai un réseau extrêmement puissant, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Babo nous a fait le même coup. Mais je suis pas Babo Laurent. Et en plus il ne nous a fait aucun coup. Il était le candidat des Ivoiriens, le candidat du peuple. Il s'est présenté comme le candidat des Ivoiriens face à un candidat des étrangers. Oui. Et puis, on a vu le résultat. Non, mais moi, je ne suis pas dans cette démarche, j'allais dire manichéenne. Voilà. Moi, je suis Ivoirien. Je considère que si je fais la politique, c'est pour les Ivoiriens et que mon réseau, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Après, quand on a le pouvoir d'État, on a vocation à avoir une politique extérieure. Et donc, tous les partenaires peuvent être des partenaires utiles au développement de notre pays. Mais moi, je ne considère pas que pour être président de la Côte d'Ivoire, je dois compter sur des réseaux internationaux. Je dois compter sur mon peuple, qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ma conception des choses. Après, chacun est le fruit de son histoire. Chacun est le fruit de son parcours. Voilà. M. Ouattara a fonctionné a progressé dans le monde international, dans les finances internationales. M. Thiam a pratiquement le même parcours en termes de déploiement à l'extérieur. Nous sommes des enfants de Côte d'Ivoire. Nous avons grandi en Côte d'Ivoire. Nous avons fait nos études en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes jamais sortis pour aller faire travailler dans un réseau international. Donc, nous ne pouvons compter que sur le peuple de Côte d'Ivoire qui est demandeur de dirigeants qui s'occupent de ces problèmes, qui soient des dirigeants patriotes, un peu nationalistes, qui s'occupent de ces questions-là. Et donc, le parcours de M. Ouattara, le parcours de M. Thiam sont conformes à leur histoire personnelle. Moi, je n'ai pas la même histoire et donc je n'ai pas la même démarche par rapport à ce qu'ils font. Mais au-delà, je ne vois pas d'un très bon œil qu'on aille chercher des solutions à nos problèmes internes à l'extérieur. Nous pensons qu'à l'interne, nous avons les ressorts nécessaires pour pouvoir régler nos problèmes à l'interne. Tout est une question de volonté politique et de projet pour nos peuples. Qu'est-ce que nous voulons pour nos populations? Est-ce que nous voulons des acteurs politiques qui comptent sur le peuple, qui travaillent à créer son génie pour prendre destin en main, ou bien nous avons des acteurs politiques qui courent dès qu'il y a une petite surchauffe à l'interne, à l'extérieur, pour aller chercher des solutions? Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, mais comme je l'ai dit, chacun a le fruit de son histoire et chacun utilise les réseaux qu'il estime utiles pour pouvoir avoir un objectif local. Nous pensons que localement, nous avons tout le réseau pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État et demain l'exercer dans l'intérêt exclusif des Ivoiriens. Alors, honorable, on a bien compris que votre réseau, c'est la Côte d'Ivoire.